à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Et si pour les fêtes de fin d'année, vous partiez pour un long voyage dans un monde poétique, imaginaire et fantasque en compagnie d'un uluberlu, baron de son état, et je parle pas de Jean Reno, cousin éloigné d'Alice au pays des merveilles, de Tartarin de Tarascon et Cyrano de Bergerac. Alors pas la peine de partir très très loin, Cholet suffira, et c'est le théâtre régional des Pays de la Loire qui est à la manœuvre puisqu'il propose 11 représentations des aventures extraordinaires du baron de Munchausen du 16 décembre au 1er janvier au théâtre Interlude. Cette pièce n'est pas une pièce, c'est une grosse production portée par des comédiens professionnels et amateurs. Et pour nous en parler, nous recevons son metteur en scène, Patrick Péloquet, qui est aussi le directeur du théâtre. Mais avant de l'accueillir, je vais saluer et j'embrasse Jean-Luc et Baptiste, puisque Baptiste est venu nous rejoindre dans l'équipe de la grande émission. On en est ravis. Baptiste Pierre. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Vous étiez là il y a quelques semaines et vous êtes de ce côté. Baptiste, vous êtes jardinier botaniste. C'est ça. Et vous allez nous parler de quoi ? Et je vais vous parler des cactus de Noël, une plante de grand-mère bien connue, mais peut-être pas tant que ça. Et pas tant, exactement, parce que moi je ne connaissais pas. Jean Reno. J'étais à Drouot, je vais mieux. J'avais attrapé des bestioles dans les salles de Drouot. Salle numéro 2, il fait des froids, j'ai attrapé. Je vais vous parler une rapide visite de l'hôtel Drouot. Très bien, joli. Et puis après, je vous raconterai une histoire qui n'a rien à voir avec l'hôtel Drouot, plus tard, si vous êtes sage. En plus, si je suis sage. Jean-Luc, des petits crabes. Il sera question de décapodes, effectivement, déca. Des petits crabes. 2 x 5. Oui, des petits crabes, mais particuliers. D'accord, oui, on n'en dit pas plus. On dit pas plus. Merci, ça sera tout à l'heure. Patrick Péloquet, vous allez bien ? Bonjour. Bonjour. Je vous avais promis pour le baron de revenir. Promesse tenue. Promesse tenue. Non, c'est surtout que Les Aventures extraordinaires du baron de Munchausen est un spectacle à voir absolument, notamment en période de fête de fin d'année, parce que c'est souvent à cette occasion-là, d'ailleurs, pendant les fêtes, qu'il y a des spectacles qui se mettent en place. Alors, c'est pas tout à fait en Vendée. C'est Cholet. Quand même, on déborde un peu. Mais vous pouvez passer la frontière, Jean-Luc, c'est pas quand même. Juste une première question. Si on tire des boulets de canon sur la scène, oui. Alors, on va voir ce qu'il y a sur la scène, parce que c'est pas une petite pièce. Patrick Péloquet, juste pour faire un point sur le théâtre régional des Pays de la Loire, dont vous êtes le directeur, vous faites régulièrement des spectacles de fin d'année, entre guillemets, du théâtre pour les fêtes de Noël. C'est une tradition. Avec la troupe professionnelle, avec les comédiens professionnels, on a déjà eu l'occasion à 2 reprises, effectivement, de jouer le 31 décembre. Moi, j'en garde d'excellents souvenirs. C'est souvent à ce moment-là. Bah oui, parce que les gens sont hyper dispo. Puis c'est... Alors, avec un répertoire particulier, qui s'adaptait peut-être à ces soirées un peu festives. Ouais. Le premier souvenir que j'ai, c'est d'avoir joué Feydeau au Grand Théâtre d'Angers, un 31 décembre, et d'avoir joué La Biche au Théâtre 14 à Paris aussi un 31 décembre. Donc 2 rendez-vous festifs du vaudeville, mais un grand plaisir à chaque fois, puis un public non seulement disponible, mais euphorique. C'est très agréable. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie aussi de programmer Les Aventures du Baron le 31 décembre. Alors, on fait juste liste, parce que tout le monde a au moins entendu parler une fois des Aventures extraordinaires du Baron de Munchausen, mais en gros, ça raconte quoi ? Parce qu'on ne sait pas trop, en fait. Quelques mots, parce que c'est compliqué, on est d'accord. Parce que d'abord c'est un personnage historique, il a réellement existé. Tout à fait. Voilà, c'est un personnage qui avait la réputation de réunir ses amis le soir dans les tavernes et de raconter ses exploits militaires, puisque c'est un officier du 18e. Absolument. Et puis, il avait cette capacité à passer d'un récit réaliste à s'échapper par la force de son imagination vers des récits complètement rocambolesques. Et il y a eu un premier auteur qui a mis ces récits noirs sur papier, et puis un deuxième les a un peu plus structurés. Et le texte français, puisque le texte français nous est parvenu par le fils de Théophile Gautier. C'est ça, qui a traduit en fait. Qui a traduit 17 aventures, où le baron nous parle de ses récits de chasse dans un premier temps, puis ses récits de guerre, ses récits maritimes, et puis ses aventures qui l'ont conduit à fréquenter des sultans, qui l'ont conduit à fréquenter le roi de la Lune, puisqu'il est allé sur la Lune, qui l'ont conduit à fréquenter Vulcain, puisqu'il est tombé dans l'Etna, et qu'il a essayé de séduire Vénus, qui l'ont conduit dans les 4 coins du monde. Il a croisé des lièvres à 8 pattes. Dans ses récits de chasse, il a croisé des lièvres à 8 pattes, il a assommé un cerf, alors qu'il n'avait pas de plomb dans sa carabine, il a assommé un cerf en remplaçant les plombs par des noyaux de cerises.
maîtrise, ce qui fait que... Oui, il y a un côté un peu... Oui, il y a une grande liberté laissée à l'imagination. Ce qui fait que c'est un matériau exceptionnel, à la fois pour les metteurs en scène, Ouais. pour les comédiens également. Alors, s'attaquer au baron, surtout au théâtre, parce que moi je me dis, le baron de Munchausen, c'est plus facile au cinéma, parce qu'il y a des effets spéciaux, etc. Au théâtre, c'est pas du théâtre, on est d'accord. Je parlais de grosses productions en intro, c'est ça. Alors c'est vrai que... C'est pas facile. On a, quand on prononce le nom, souvent pour les cinéphiles, ça fait référence notamment au film de Terry Gilliam, Don Quichotte. alors qui après a essayé de tourner Oui, ce c'est vrai, Don il a fait les Quichotte, deux, bien mais il n'a sûr. pas réussi à aller au bout de ce tournage du Don Quichotte, mais il était très séduit par les aventures du baron de Munchausen, et je comprends pourquoi. Et c'est pas anodin d'ailleurs, s'il passe de Oui, du bien baron de sûr, Munchausen bien sûr. à Don Quichotte, c'est qu'il y a une familiarité entre les personnages. Ouais, Vous citiez Cyrano de Bergerac, on n'est pas loin non plus. Ouais. Et oui, la difficulté, c'est de mettre en image ces différentes aventures-là. Et puis de trouver un fil conducteur qui va relier ces aventures, parce que quand on les lit, elles n'ont aucune chronologie entre elles. Et puis elles n'ont pas de suite logique. Oui, parce que vous parliez de 17 aventures Oui, différentes. oui. Ça veut dire que vous avez 17 plateaux différents Alors ou j'ai 17 j'ai tableaux même. 17 tableaux différents, mais qui ne sont pas forcément des tableaux qui correspondent à toutes les aventures. Il a fallu au départ trouver un fil conducteur. Et ce fil conducteur, je l'ai imaginé à partir d'un groupe de personnes. Ouais. Je me suis inspiré d'une phrase de Michel Audiard qui dit « Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Exactement. Voilà. Donc c'est un groupe de 17 fêlés qui vivent ensemble, qui sont un petit peu encadrés, mais qui vivent ensemble, ils sont très inoffensifs. Vous parlez de vos fêlés à vous, enfin de ceux qui travaillent avec vous. De mes fêlés à moi, D'accord. qui sont à la fois mes comédiens amateurs et les personnages qu'ils interprètent. Ouais. Et puis le soir, dans le réfectoire de cette résidence où ils habitent, eh bien ils ont trouvé un recueil des aventures du baron de Munchausen. Ils se font la lecture tous les soirs, et comme des enfants, la lecture devient réalité. Ils jouent à. Et puis à un moment, ils ne maîtrisent même plus les espaces dans lesquels ils se trouvent. Et ils sont constamment renvoyés à la réalité par l'intervention du personnel qui les encadre. Ce qui ne les empêche pas de continuer la nuit suivante et de partir de plus en plus loin. D'accord. Voilà. On est parti de cette adaptation-là, ce qui fait que ça rend le spectacle très ludique, très joyeux. Et puis, ça donne des possibilités de jeu pour les interprètes qui prennent en charge chacun 1, 2, 3, voire 4 personnages. C'est ça, parce qu'il y a une profusion de personnages, Voilà. notamment des seconds rôles, enfin on appelle ça des seconds rôles, et il y a une troupe de combien? Ils sont 24 sur le plateau. Oui, alors dans le bouquin, il y en a beaucoup plus, on est d'accord. 24 qui interprètent une quarantaine, entre 40 et 50 personnages différents. Alors on n'a pas les images, parce qu'il va falloir aller le voir. On a quand même quelques illustrations que vous avez déjà pu voir sur vos écrans. Mais le but, c'est d'aller carrément, à partir du 16 décembre prochain, voir la pièce. Ça dure combien de temps? C'est une pièce longue ou pas? Nous en sommes au premier filage, là, aujourd'hui, c'est-à-dire que le premier bout à bout, Ouais. on va faire 1h45. Ah oui, donc c'est un vrai spectacle de fin d'année, c'est un vrai spectacle familial. Un grand spectacle de fin d'année qui s'adresse... Oui, on a voulu Comme ça. faire une proposition qui s'adresse aux familles, bien évidemment, dans ce contexte de Noël et de fin d'année. Ça se passe d'ailleurs, la pièce se passe le soir de Noël. Il y a un arbre de Noël sur scène. D'accord. Et puis, il s'adresse aux enfants de 7 à 77 ans. Ah oui, donc Jean, c'est bon. Jean, c'est bon. Je le réveille. Non, mais c'était juste pour vous dire que c'est l'un des spectacles à voir. Il y en a plein pendant les fêtes de fin d'année. Et celui-ci est plutôt de très jolie facture. Et ça se passe à partir du 16 décembre prochain. On va parler du fait, parce qu'il y a une particularité dans ce spectacle-là, c'est qu'il y a évidemment des acteurs professionnels, des comédiens professionnels, mais il y a les comédiens amateurs. Donc on va essayer de voir les passerelles qui peuvent se faire entre ces deux publics. Mais d'abord, on va faire un point animaux avec Jean-Luc. Animaux, crabe. Il y a un terme latin? Pour crabe, Ouais.
Alors, oui, les crabes font partie de l'ordre des capotes, sont des crustacés, de l'embranchement des arthropodes. Et je trouve que le terme d'arthropode est bien choisi, parce que arthro, c'est l'articulation, D'accord. et pod, c'est les pieds, donc des animaux qui ont les pieds articulés. Et là, j'ai donc des crabes dont la particularité, parce qu'il y en a tellement, des crabes, il y a au moins 3500 espèces de crabes. Ah oui. Et en fait, on en découvre, a priori, on en découvre toujours 4 ou 5 dans l'année. C'est oui, on découvre toujours des nouvelles espèces, et les crabes, on en découvre assez fréquemment. Et donc ceux-là, la particularité, puisque je vous dis, il y a plein d'espèces avec plein de comportements différents, il y en a des tout petits, il y en a des très gros, c'est que ceux-là sont des crabes d'eau douce. D'accord. Nous sommes plutôt habitués à notre, y en a un qui veut notre s'échapper, là. fameux cancer pagurus, le tourteau qu'on consomme. Voilà. Super bon. C'est super bon. Ouais, farci, c'est mais super donc il existe, du fait du nombre d'espèces, toutes sortes de bestioles, des toutes petites. Il y en a une toute petite qui vit en couple et il niche dans des petites coquilles de mollusques. À côté de ça, vous en avez des très gros. Vous avez une espèce du côté des îles Kuriles, vous voyez, au Japon, qui fait 4 mètres d'envergure. C'est-à-dire qu'en dépliant dépliant les pinces, on arrive à 4 mètres d'envergure. Joyeux Noël. C'est énorme. Donc, sachant qu'il y a donc 10 pattes, dont les premières sont transformées en pinces. Alors les pinces, elles ont toutes sortes de rôles. Alors il y a un côté un peu esbrouf. Alors j'ai un souvenir génial de cet hiver. On était en Guyane avec des élèves et les crabes de mangrove qu'on y voit. Ouais. Ils ont cette particularité de vivre dans des trous et dès qu'il y a un peu de mouvement, ils se rapprochent des trous en marchant latéralement, c'est marrant. Ouais. Et vite, si vous vous approchez, ils rentrent dans le trou, puis ils ressortent et puis ils vous font un bras d'honneur avec la grosse pince. J'adore. Ouais, c'est génial, on se croirait dans un dessin animé. Oui, c'est un peu ça. Ouais, je suis cric-crac, je suis dans ma maison. Voilà, donc il y a plein d'espèces. Alors je disais des espèces, voilà, là vous avez un crabe qu'on trouve dans le commerce animalier, dit crabe fantôme, qui est très joli. Il est violet. Voilà, il est violet. Alors, on a d'autres espèces comme les crabes, les uka, qui sont les fameux crabes violonistes, avec des grosses pinces. On va peut-être les voir. Des crabes violonistes. Oui, voilà. C'est ça? Non, alors ça, c'en est pas un. Il y a une grenouille. Ce que je voulais vous montrer, voilà, ça c'en est un. Vous voyez un peu, c'est une curiosité avec ces très très grosses pinces qui peuvent servir. Ah oui, c'est que d'un côté. Oui, que d'un côté. C'est que d'un côté. Et qui peuvent servir, parce que certains, il y a toutes sortes de régimes alimentaires. Vous en avez qui sont frugivores, puisqu'il y a le fameux crabe des cocotiers qui, lui, est terrestre, mais qui monte jusqu'à 6 mètres de haut. Ces crabes, la grosse pince est en capacité à tordre le cou d'une tortue, carrément, parce que vous en avez qui mangent carrément les tortues. Bon, là, on s'attarde un peu sur des espèces qui sont des espèces vraiment commercialisées dans l'animalerie. D'accord. Et il y a voilà, un début d'intérêt pour ce type d'animal dans le commerce animalier. On fait un point tout à l'heure? Oui, il n'est pas beau celui-là? Voilà. Ça, c'est Pantherina. Pantherina, magnifique. Ça doit plaire aux femmes, ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, il est très joli. Merci Jean-Luc, on refait un petit point tout à l'heure. Parce que maintenant, c'est Baptiste. Avec des barres. Écoutez bien la nouvelle chronique. C'est Baptiste qui est à la manœuvre. Les cactus de Noël, Baptiste. Exactement, les cactus de Noël. Alors, tout d'abord, un cactus. Alors, on a plutôt l'habitude de voir cette petite chose avec des épines. Alors, vous allez voir, c'est des cactus un peu étonnants. Parce que quand on pense à cactus, on pense à désert, on pense à Mexique. Eh bien là, pas du tout. Il faut penser Brésil, forêt tropicale. Et ces cactus sont des cactus épiphytes. Épi voulant dire sur et phyte voulant dire plante, ce sont des plantes qui vivent sur d'autres plantes. Vous allez être en concurrence avec Jean-Luc sur les termes. En connivence, attention. C'est très bien, en connivence. Et donc du coup, ces plantes épiphytes, donc ce sont des plantes qui vivent sur d'autres plantes. On le voit bien à l'image, un cactus qui pousse sur un arbre, par exemple. Alors il faut s'imaginer en forêt tropicale que beaucoup de plantes, alors les orchidées sont les plus connues au niveau de ces plantes épiphytes, mais il existe aussi donc des cactus. Alors parmi ces cactus épiphytes, eh bien on n'a pas d'épines, on n'a rien qui pique. La seule chose à laquelle on reconnaît un cactus, c'est ce qu'on appelle les aréoles. C'est un petit peu comme les anges, vous voyez, là c'est l'auréole au-dessus. C'est quoi? Eh bien l'aréole, c'est le petit bouquet d'épines, le petit bouquet de poils
duquel sortent les épines. Et bien là, on a les aréoles. On les a aussi là. On les a oui, aussi. d'accord. Alors il faut bien regarder. Et donc si on a ce petit coussin d'épines qu'on appelle aréole, eh bien c'est un cactus. Mais là, ça se voit très très bien. Là, il faut être expert pour les voir quand même. Alors il faut bien s'approcher et puis on peut regarder et on arrive à voir un petit bouquet duveteux. Et donc ça veut dire que c'est un cactus. D'accord. Et que tous les cactus d'ailleurs sont américains. Il faut le savoir, il n'y a pas de cactus en Afrique. Mais ça, on reviendra, sauf exception. Alors, succulente et cactée, c'est des cactés sans épines. Attendez, vous parlez de quoi là, Jean-Luc? On parle des plantes succulentes ou des cactus. Enfin, quoi qu'il arrive, moi, je suis de la base de la base, quoi. Des plantes qui stockent des sucres et de l'eau. Super, merci. Là, voilà, je comprends là. Pour arriver à subvenir à leurs besoins. D'accord. Alors quand elles sont perchées dans les arbres, effectivement, elles sont plutôt dans des zones sèches où elles ont besoin de récupérer l'eau un maximum pour éviter de se déshydrater, bien qu'elles soient dans un climat plutôt tropical et non pas désertique. Voilà, alors tout ça pour vous dire que je vais vous parler d'un cactus, c'est le cactus de Noël. Qui n'a pas du tout la tête d'un cactus, on est d'accord? Pas du tout la tête d'un cactus pour quelqu'un qui ne le connaît pas, effectivement. Pour quelqu'un comme moi. Voilà, et qui est très florifère. On s'imagine souvent qu'un cactus, c'est moche, ça pique et ça sert à rien. Et ça sert à rien. Pardon. Mais non, mais souvent, j'imagine, c'est bien ça. Sur les bords de fenêtres. Voilà, et il faut savoir que pourtant le cactus est considéré comme la deuxième fleur la plus belle du monde après l'orchidée. D'accord. On peut le comprendre avec cette petite plante. C'est très joli, d'accord. Voilà. On en reparle tout à l'heure? Bien sûr. Parfait, timing impeccable. Prenez-en de la graine, messieurs. Surtout vous. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler du baron de Munchausen. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au théâtre régional des Pays de la Loire et plus précisément d'une pièce qui est montée par Patrick Péloquet, qui est le directeur du théâtre et le metteur en scène, qui s'appelle Les Aventures extraordinaires du baron de Munchausen. Ça a lieu du 16 décembre prochain, c'est-à-dire vendredi pas là mais l'autre, au 1er janvier, en pleine période de fête de fin d'année. C'est au théâtre Interlude à Cholet. Patrick, juste pour dire, je crois que j'ai vu que la capacité pour ce théâtre-là, ça peut monter jusqu'à 6500 personnes, c'est ça? Sur l'ensemble des représentations. Ah, d'accord. C'est une arène. Non, ah, la salle pas peut contenir environ 650 places. Ah oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Jolie jauge. Alors, je voudrais revenir sur le fait que cette pièce-là, moi je m'étais dit, du fait de la difficulté d'adapter le baron, je me suis dit, il n'y a que des professionnels. Eh bien, pas du tout. Il y a aussi des amateurs. D'ailleurs, c'est eux qui vous ont donné l'idée de la pièce. Pourquoi ces passerelles entre ces deux façons de faire du théâtre? Oui, d'abord, ça fait partie des objectifs du Théâtre régional des Pays de la Loire. C'est une des missions. Et puis, moi, c'est un plaisir aussi. Quand je suis arrivé à Cholet, j'ai demandé à rencontrer l'ensemble des compagnies amateurs qui travaillaient sur l'agglomération. Il y a un festival, le Festival des Arts Loquins à Cholet, qui a peut-être dynamisé cette envie théâtrale chez les amateurs. J'ai recensé entre 12 compagnies sur Cholet, ce qui est énorme. Que sur Cholet? Que sur Cholet. Ouais, on parle pas Donc des voilà, autres j'ai compagnies rencontré amateurs. tous ces comédiens et puis on a monté un atelier ensemble. Et depuis une quinzaine d'années, on travaille régulièrement, toutes les semaines, sur des projets très différents qui n'ont pas forcément vocation à aboutir sur des spectacles présentés au public. Et là, je leur ai proposé de partir sur cette aventure, c'est le cas de le dire. Alors, ils se sont tous mis en disponibilité. Alors, c'est ça, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que c'est du 16 décembre au 1er janvier. Oui. Donc, ce sont des amateurs, c'est pendant les périodes scolaires, pendant les fêtes de fin d'année. Donc, je suppose qu'ils ont dû prendre des congés, qu'ils ont même les fêtes le 24 ou le 25, ou je ne sais pas si vous avez des représentations à ce moment-là, mais ils ont dû se mettre en disponibilité pour ça. Oui, ils se sont mis en disponibilité. Il y a même une interprète qui a avancé son départ à la retraite. C'est pas vrai. C'est formidable. Pour faire partie du projet. Et puis, je leur demande beaucoup, je les sollicite beaucoup. Cette semaine, on va se voir 4 soirs et une journée entière. Donc pour eux, c'est beaucoup. Ils viennent répéter après leur journée de travail, bien sûr, par définition. C'est un autre rythme aussi que le... Donc on travaille le soir, 3 heures, 3h30. Et puis on travaille toute la journée du samedi, pratiquement. Donc, mais quand vous leur avez proposé le projet du baron, ils ont dit « Oula !» Ou le morceau, ou est-ce qu'ils ont dit « c'est vachement bien ». C'était un peu inconnu pour eux. Alors d'abord on a fait des séances de lecture autour de l'œuvre originale, on a fait des séances d'improvisation, et puis je vous avoue que j'ai fait une première adaptation qui n'a pas fonctionné. Je n'arrivais pas à déclencher le plaisir du jeu chez eux. Alors on a cherché à savoir d'où ça venait, et puis j'ai réécrit une seconde adaptation qui là
trouver un écho chez eux et surtout à réveiller le plaisir d'être ensemble, de jouer ensemble et puis à créer une belle activité sur le plateau. Et à partir de là, on a défini un plan de travail. C'est une situation très nouvelle pour eux parce qu'ils sont encadrés par toute l'équipe professionnelle du théâtre régional. En ce qui concerne les costumes, les décors, les maquillages, les perruques, la lumière, le son, c'est pris en charge par tous mes collaborateurs habituels. Donc ils n'ont d'autre souci que d'arriver le soir au théâtre et de jouer. Et d'être bien et de jouer. Voilà. Quand vous dites que vous avez fait une première adaptation du Baron, qui n'a pas fonctionné pour X raisons, ça veut dire que vous travaillez sur le projet depuis combien de temps ? Depuis 1 an et demi. Donc ils ont aussi participé au travail d'adaptation, ils ont pu l'expérimenter avec moi, je leur ramenais des scènes écrites toutes les semaines, j'écrivais des scènes et puis je leur proposais lors de notre séance du lundi soir et puis je testais avec eux et puis voilà, on a avancé comme ça pendant 6 mois, on allait un peu vers quelque chose qui ne nous satisfaisait pas, ni eux ni moi, mais on en a parlé très librement et puis ensuite, j'ai réécrit, j'ai trouvé un fil conducteur à un moment, je leur ai soumis ce fil conducteur et j'ai vu en 2 séances, ça a déclenché des choses formidables. C'est quoi ce fil conducteur, justement ? Ce fil conducteur, c'est quelle est cette communauté qui prend en charge justement les aventures du Baron. Il fallait trouver des personnages qui aient besoin de leur imaginaire pour échapper à leur réalité. D'accord. Non pas que leur réalité soit carcérale ou souffrante ou trop anémiée, mais en tous les cas, ce sont des gens qui sont, voilà, qui sont un petit peu en marge, un peu oubliés. Et j'avais envie aussi, au moment des fêtes de fin d'année, d'être attentif à ces personnes-là. Et puis de leur donner ce texte-là, cet univers-là, tout d'un coup, ça irrigue, ça enflamme l'imaginaire, ce qui fait qu'ils ont une liberté pour échapper à un quotidien qui est extraordinaire. Je trouve que cette œuvre, c'est une formidable ode à l'imagination. C'est une des choses qui a, pour moi, une des choses les plus belles qu'il y a en l'homme. Mais il y a beaucoup de choses dans le Baron, dans le livre, dans la traduction notamment de Théophile Gautier. Comment on fait le choix de parler de ça et pas de ça, quand on est metteur en scène ? Alors, oui, on fait le choix, par exemple, les histoires de chasse, ils commencent tous ces premiers textes sont des histoires de chasse. Il y a 12 ou 13 histoires de chasse. Quand il va chasser le cerf, le lion, le lièvre, les oies sauvages. Donc on fait des choix. Les histoires de guerre, il y en a aussi beaucoup. Alors je vois sur l'affiche, on voit ce fameux baron. Sur la Lune ? Là, il est à cheval sur la Lune, mais c'est aussi en référence à un épisode de la guerre où il va traverser les lignes ennemies à cheval sur un boulet de canon. Voilà, exactement. C'est une image un peu mythique du baron de Munchausen. Ouais. Et donc c'était difficile, par exemple, d'illustrer cette scène-là. Comment vous faites alors, eh bien, on fait appel les effets spéciaux, la vidéo, on s'amuse beaucoup avec la vidéo, mais on reproduit sur scène une vidéo et l'affiche, je trouve, en est le reflet exact, des vidéos qui restent très enfantines. Très naïves ? Très naïves, oui, volontairement très naïves, parce que... Voilà, je m'attache plus à parler de l'imaginaire. Je rêve en voyant les photos qui défilent là, parce qu'on fait appel aussi à la magie. C'est un univers qui fait beaucoup appel à la magie. Le monsieur qui est en rouge, c'est le baron ? Voilà, c'est un moment, un des personnages qui dit on va jouer au baron de Munchausen. Qui est-ce qui veut faire le baron ? Moi, je vais faire le baron. Et il s'habille en baron pour faire le baron. D'accord. Puis à un moment, il va passer le relais peut-être à quelqu'un d'autre parce qu'il va emmener tous ses camarades sur la Lune. Et puis en tombant de la Lune, ils vont se séparer. Le groupe va pas se retrouver tous. Il y en a qui vont tomber dans l'Etna, il y en a d'autres qui vont tomber au fond de la mer, il y en a d'autres qui vont revenir au point de départ. Et puis le costume est toujours là. Donc qui est-ce qui va prendre la suite de l'histoire ? C'est quelqu'un d'autre va prendre la suite de l'histoire. Mais là, on les voit sur des lits. Parce que tout est prétexte. Voilà, ils vont partir en voyage, là, ils partent en bateau. C'est un peu comme les enfants qui imaginent, qui disent, on va jouer à... Je suis sur un bateau, sur mon lit, justement. Donc, ça, c'est la toute première scène du spectacle. Ça démarre comme ça. Ils ont leur lit, ils montent sur leur lit, et puis ils partent cap sur Cassiopée, ils s'en vont. Nous, on les soutient musicalement, on les soutient en lumière, et puis tout d'un coup, ils vont voir la tour de Pise, ils vont voir les chutes du Niagara, dans leur imaginaire. Mais ça devient réel
pour le spectateur, puisque tout l'habillage embarque le spectateur dans l'imaginaire des personnages. Est-ce que vous avez, entre guillemets, dévié le baron sur justement une allégorie sur l'enfance, le fait de ne pas trouver, de pas avoir de frontières au niveau de l'imaginaire? Parce que l'histoire de Munchausen, pour en parler du syndrome de Munchausen, c'est pas le truc le plus sympatoche qui soit. C'est-à-dire qu'on est mytho, on fantasme, on fait mal pour qu'on s'occupe de la personne. Enfin, c'est particulier quand même. On n'est pas du tout parti sur cette piste-là. On est d'accord. Non, on est parti juste. Non, du tout. On est parti justement sur cette ode à l'imagination, sur le plaisir et ça rejoint le théâtre indirectement, puisque le théâtre, on est là pour faire croire aux spectateurs que telle ou telle chose se passe réellement sur le plateau. Donc je trouvais que le propos du baron et l'acte théâtral se rejoignaient pour le plaisir des spectateurs, surtout que tous ces voyages, toutes ces anecdotes sont quand même des choses dans l'ensemble très très joyeuses. Oui, c'est très joyeux. On va y revenir bien sûr, mais d'abord on va refaire un point sur les crabes. Parce qu'il y a à dire. Oui, il y a plein de choses à à dire. Ils ont bougé. Oui, ils ont bougé. Donc là, vous avez ces petits armas qui sont des crabes couramment commercialisés. On était pas loin des fêtes de Noël tout à l'heure, on évoquait. Donc il faut dire qu'effectivement, qu'on en mange beaucoup. C'était une de vos questions, Adèle. Est-ce qu'on les mange? On mange pas loin de 1 300 000 tonnes de crabes par an. Pas en France. Mais je suppose que dans certaines régions du monde, on en mange beaucoup plus. C'est comme les langoustes ou les homards que chez nous. Oui, en fait, c'est une source de protéines pour plein de populations dans les régions humides et sur les côtes, évidemment. Rien que le fameux crabe du Kamtchatka, vous savez, le crabe, c'est le Kamtchatka, 45 000 tonnes par an. Donc c'est vrai qu'on en consomme énormément. D'accord. Alors, cela, on pourrait éventuellement, je pense qu'on pourrait les consommer, mais évidemment, vous voyez, ils sont très petits. Ils font 4 à 5 cm à l'âge adulte. Alors donc tous ces crabes ont des régimes alimentaires très différents. Bien sûr, beaucoup sont des prédateurs, ils sont nécrophages, mangent des petits cadavres. Mais certains mangent des fruits aussi, notamment le crabe des cocotiers. Non, je vous coupe. Ils sont adultes là. Ah, ils sont adultes. D'accord. Ils sont adultes. Excusez-moi. Ils sont adultes et puis je ne sais pas si vous voyez ceux qui sont dans les angles là. Oui, ils sont en train d'imaginer qu'il est possible de sortir de l'aquarium. Et effectivement, ils sont capables de sortir. Il faut faire très attention. Ouais. Même alors, sur une paroi lisse comme ça. Ils vont prendre des appuis. Et c'est un des problèmes que trouvent les gens qui en ont en aquarium, c'est qu'il faut impérativement fermer. D'accord. Alors, ce sont des animaux qui... alors pour cela, assez souvent, ce sont des animaux qui reproduisent uniquement en eau saumâtre, ce qui va être le cas de ceux-là, mais qui vont vivre 3 à 5 ans. Donc ça peut être très intéressant à élever dans un lieu approprié. Donc je veux parler d'aquaterrarium. Vous en avez un classique. C'est hyper beau. Là, en fait, l'idée, c'est de recréer un micro-écosystème. Ça, cette plante-là, c'est ça, ça, c'est ça. Là, on a plein de plantes épiphytes. Il doit y avoir peut-être des orchidées. Voilà. Épiphytes ? Oui, qui poussent en l'absence de sol. Voilà, sur d'autres plantes. Sur des supports. Sur d'autres supports. Lithophytes sur les rochers. Mais je vais être comme ça, moi, à la fin. Je vais être comme ça à la fin de l'émission. Donc, il faut que ces animaux aient une part terrestre dans leur lieu de vie. Je dis ça intentionnellement parce que dans les animaleries, bien souvent, on les avait dans l'aquarium, dans l'eau. Et donc, il faut rappeler impérativement que ce sont des animaux qui sont aussi terrestres. Qui vivent aussi sur la Terre. Ils vont d'un endroit à l'autre. Dans ce cas, ils gardent de l'eau sur leur branchie, dans un petit réceptacle, et ils utilisent l'oxygène qui est dans l'eau, puisqu'ils n'ont pas de poumons. Là, donc, voilà, ce type d'installation, c'est vraiment tout à fait l'idéal. Il faut la maison, oui, mais vous savez, il n'est pas très grand, cet aquarium. Il fait 65 cm de long, celui-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à recréer un écosystème avec... voilà. Et puis, donc, petit clin d'œil à la Guyane. Ça, c'est une photo que nous avions prise. C'est une de vos photos, ça. Voilà, dans les mangroves du côté du Maroni. Et là, on y a vu, il y a peut-être une photo après où on y a vu ce type de crabe. C'est vraiment l'environnement, donc au saumâtre. D'accord. On n'est pas obligé d'aller en Guyane pour aller voir. Non. Vivre là-bas, de déménager en Guyane. Pas forcément. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et maintenant, c'est Jean. Jean,
3 minutes, top chrono. À l'hôtel Drouot, le 26 novembre 2016, salle Rossini, 100 ans d'art décoratif, et j'y ai vu ça. Ça, c'est un très joli petit vase de dôme, émaillé, ravissant. Le 3 décembre, chez Fauve, ah ben on m'a dit d'aller vite, ça va aller vite. Le 3 décembre, chez Fauve à Paris, 49 rue Saint-Aubin, de l'art sacré et divers, dont de l'entomologie. Et je vous présente 6 photos de bestioles diverses qui étaient à vendre. Regardez ça, c'est mignon, ça gratte. J'ai pas mis de petits serpents, parce que je sais que vous n'aimez pas trop. Non, mais ça c'est... Voilà. C'est très joli, ça. C'est quoi, ça? C'est un phasme. C'est un phasme? Ouais. Ah, vous en avez ramené des phasmes. Ouais, regardez celui-là. Ça aussi? C'est beau, hein? Un bâton pour se nettoyer les oreilles. Je suis allé ensuite, le 5 décembre, chez Gros et Delay 13, et là, c'était Vuitton. Pas mal. Vuitton, voilà. Oh, c'est beau, ça. Alors, il y a des vêtements, des cravates. Il y avait des vêtements, des cravates. Ah oui, c'est vendu. Je vous rappelle que nous sommes le 7 décembre aujourd'hui. Bah oui, mais vous me le dites maintenant. Bah, il fallait venir. Bah, il fallait venir. Ça, Écoutez, je suis tombé malade pour vous faire plaisir. Alors, regardez ça, la Cap Code, très belle. Même des petites chaussures pour faire du sport. Oui. L'étrier, c'est un flacon de parfum. Une brosse pour votre cheval préféré. Bien sûr. Oui. Et surtout, le service Les Toucans de Hermès. Il est introuvable aujourd'hui, il vaut 3 000, 4 000 euros. Évitez de le casser. Servir de la soupe. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de... Oui. De quoi? Flacons de parfum, salle 7 chez Teucam et Lombraille. Voilà, des flacons et des objets de parfumerie. C'est des flacons, des vieux anciens, flacons. Oui. C'est souvent des grandes signatures, flacons de parfum. Voilà. Et puis, nous arrivons... J'ai vu passer un lion, mais je ne sais plus dans quelle salle c'était. Non, il est... vous avez vu, c'est ce... J'ai vu, il y avait une vente, mais je ne me souviens plus dans quelle salle. Alors, il faut qu'il soit revêtu du certificat CITES. C'est quoi le certificat CITES? International on Trade of Endangered Species. Je ne vous le fais pas dire. Ça veut dire que si vous n'avez pas le certificat, vous pouvez le garder chez vous et ne vous en vantez pas trop, mais vous ne pourrez jamais le vendre. Ah bon? Idem pour les défenses d'éléphants, il faut les avoir importés avant 1947 et avoir le certificat et tout. Les cornes de rhinocéros, franchement, qui a ça chez soi? Moi, je n'ai pas, mais trop tard. Autrement, j'aurais bien aimé. C'est vrai? Oui. Mais c'est pareil. Vous rentrez le soir, vous jetez délicatement vos vêtements dessus. Chérie, un thé, s'il vous plaît. C'est drôle, ça. Le chapeau. Voilà. Ouais, cette montre, on vous en a parlé la semaine dernière. Oui. Elle était chinoise, fabriquée en 1800 par la Suisse pour la Chine. Et avec des petits automates, c'est ça? Oui, qui bougent dessus. Elle est estimée entre 80 et 100 000 euros. Eh bien, elle a fait 349 988 euros, frais compris. Donc j'espère qu'elle donne l'heure, parce que à ce prix-là... Vendu au téléphone. D'accord. On n'a pas su... C'était pas vous. Très belle. C'est pas moi. Très vite, Jean. Et puis ça. Ça, c'est ce que vous vouliez montrer. Oui, c'est le revolver de Verlaine. C'est le revolver de Verlaine. Voilà, c'était le lot 12 de la vente chez Christie's. Vous voyez, je ne suis pas raciste. Alors, le 10 juillet 1773, rue des Brasseurs à Bruxelles, dans la chambre qu'il partage avec Rimbaud, Arthur, son amant. 3 petits points. Et il y avait sa maman qui était là. Paul Verlaine tire 2 coups de feu sur le jeune homme en criant « Voilà pour toi puisque tu pars ». Le premier, il lui a collé dans le poignet. Le deuxième, dans le chambranle d'une porte. C'était sans intérêt. Une balle dans le poignet, l'autre dans le... C'est un Le Faucheux 7 mm. Ça vaut rien, il l'a payé 23 francs à l'époque. Mais maintenant, ça vaut quoi? Et il a fait 555 jours de prison à cause de ça. Il a recommencé dans la rue, c'était assez sordide. Et voilà. Alors, les enchères ont commencé à 60 000 euros, puis 120 000, 125 000, 200 000, 260 000, 300 000 euros. Peine perdue pour le musée Rimbaud qui n'a pas pu s'emporter acquéreur. Il a été vendu 360 000 euros au téléphone. On ne le saura pas. Il avait été estimé 50 à 60 000 euros. Jean-Luc, vous vouliez rajouter un petit truc? Franchement, quelle certitude avons-nous que c'est celui de Verlaine? Parce qu'il a été confisqué par quelqu'un dont l'héritier l'a retrouvé. Il a été reconnu comme étant... Et voilà. Si, c'est bon. Oh là, moi, je vais faire ça avec ma paire de lunettes. Débrouillez-vous. Je veux dire que c'est la paire de lunettes de Napoléon. Puis oui, t'as qu'à croire. Comment dire Saint-Louis. Vous êtes Cristal de Saint-Louis. Cristal de Saint-Louis. Vous êtes des petits fraudeurs, vous n'irez pas bien loin. Oui, vous serez dans la confidence. On voit la suite. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du baron de Munchausen.
retour dans la troisième partie de cette grande émission. Nous sommes encore en train de parler de Verlaine et Rimbaud. On lève le débat. Où nous sommes en compagnie de Patrick Péloquet, le directeur du Théâtre régional des Pays de la Loire, mais également le metteur en scène des aventures extraordinaires du baron de Munchausen au Théâtre Interlude à Cholet. Ça commence vendredi 16 décembre et bientôt, hein. Oui. Et ça se finit le 1er janvier. C'est pendant toutes les fêtes de fin d'année. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Baptiste sur le cactus de Noël et puis la suite de la chronique de Jean, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Je reviens, Patrick Péloquet, sur le travail entre comédiens amateurs et comédiens professionnels. Je comprends ce que les comédiens professionnels peuvent apporter aux comédiens amateurs, mais est-ce que l'inverse marche aussi ? Est-ce que ça arrive ? Alors sur le plateau, il n'y a pas de mixité entre les comédiens amateurs et professionnels, puisqu'il n'y a que des amateurs sur le plateau. C'est tout l'encadrement qui est professionnel. Pardon, oui. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Après, qu'est-ce qu'ils amènent eux ? D'abord, il faut dire que ce sont des comédiens amateurs assez expérimentés. Assez professionnels. Assez expérimentés dans leur pratique, en tous les cas. Ouais. Professionnels, non, parce qu'ils ont tous un métier. Voilà, ils ne vivent pas de leur passion. Ils ne vivent pas de leur voilà. art. Mais ils ont quand même une certaine méthodologie dans le travail et puis une certaine pratique. Néanmoins, on travaille différemment puisqu'on ne travaille pas au même rythme. Avec les comédiens professionnels, les répétitions sur 2 mois sur une production s'enchaînent de façon quotidienne à raison de 7 ou 8 heures par jour. Là, on se voit 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures le soir. Ils ont une journée de travail dans les pattes. Absolument. Et puis on se reverra, dans un premier temps, on se revoyait une fois par semaine. Aujourd'hui, au moins 4 soirs par semaine, une journée complète. Donc le rythme de travail est différent, mais les questions, les problématiques restent exactement les mêmes. S'attaquer au baron, c'est s'attaquer à une pièce compliquée, très dense, pas forcément compliquée, mais très très dense. Oui. Est-ce que la solution de facilité, c'était pas justement d'avoir une troupe que de professionnels ? Oui, ça aurait pu être une solution de facilité. En même temps, j'avais envie de raconter cette histoire avec énormément de monde sur le plateau. Ouais. Pour moi, le nombre d'interprètes était important pour apporter une vitalité, oui, c'est ça, beaucoup d'énergie sur le plateau. Aujourd'hui, regrouper une distribution avec 24 comédiens professionnels, ça devient compliqué. Et puis, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de le faire d'abord avec eux, avec ces gens que j'aime, que je connais depuis longtemps, de le faire avec eux, de tout inventer à partir de leur réalité à eux, et puis de la complicité qu'on a construite ensemble pendant ces 15 années. Donc le projet, il est inhérent au groupe. J'aurais vraisemblablement pas eu l'idée de monter le baron de Munchausen avec une troupe de professionnels. C'est parce que c'était eux et que j'avais envie de raconter cette histoire, j'ai trouvé l'opportunité de le faire à ce moment-là avec eux. Vous avez parlé, tout à l'heure, on a abordé le thème de la technique, le son, ou les changements de tableau, etc., les décors, etc. Est-ce que la densité de l'histoire, le fait d'apporter cette technicité, ça ne prend pas le pas justement sur le jeu des On évite justement, dans la journée, on travaille sur tout ce qui est technique. Et puis le soir, on travaille sur la rencontre entre le plateau et puis oui. Mais je suis très frappé par les crabes et les cactus, par exemple. Pourquoi ? Parce que, alors c'est peut-être parce que je suis dans le Baron actuellement, mais quand je vois des crabes en très gros plan, par exemple, j'ai l'impression par moment de rentrer dans l'univers du Baron de Munchausen. Et je pense que si on faisait des gros plans sur les cactus aussi, je vois presque le décor d'une des scènes des aventures du Baron de Munchausen, où les personnages pourraient se promener dans des cactus géants et rencontrer des crabes. Vous voulez qu'on vous les passe ? Incroyable. Voilà. C'est-à-dire qu'il suffit de très peu de choses pour que tout d'un coup, que la réalité devienne fantastique et qu'on parte dans l'imaginaire. Et là, on peut rêver très très librement. Juste très 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 vite. Vous avez fait la scène de la baleine ? Oui. Comment vous faites la scène de la baleine ? Parce qu'il est dans la baleine, on est d'accord ? Ils sont dans la baleine. Ouais. Ils sont dans la baleine. Donc l'univers sonore est très important. Oui, c'est ça. On essayait d'imaginer avec la personne qui travaille sur le son quels pouvaient être les sons qu'on entend à l'intérieur d'une baleine. Donc c'est fait vraisemblablement de suintement d'eau. Ils sont dans l'estomac, de suintement. On entend au loin le battement du cœur. Ouais. On entend le souffle et quelquefois le sifflement de la baleine à l'extérieur. Donc tout ça combiné donne déjà une atmosphère.
il suffit de mettre un petit peu de fumée, de jouer les odeurs, vraisemblablement, parce qu'on est dans l'estomac. Et puis, après, il y a toute la dramaturgie qui fait qu'il va falloir trouver le moyen de sortir de cet organisme. Et c'est le baron qui a l'idée, parce que le baron dit, moi je sais que pour sortir du ventre d'une baleine, je l'ai déjà expérimenté, il faut danser la gigue écossaise. Parce que la gigue écossaise produit des vibrations que le cétacé ne va pas supporter, elle va nous recracher. Et c'est ce qui se passe. Il faut aller voir le 16, hein. Je vous dis, il faut aller voir le 16 décembre. Baptiste, on reparle du cactus de Noël ? Oui, donc le cactus de Noël, appelé Schlumbergera, il faut bien l'éternuer, hein, Schlumbergera, en l'hommage à Frédéric Schlumberg, qui était un grand collectionneur de cactus à la fin du 19e. Ouais. J'ai pas manqué de vous apporter l'épiphylium, qui est la version XXL. C'est une autre plante et qui fait des fleurs vraiment incroyables. Normalement, plutôt en été, au printemps. On a la chance de l'avoir en hiver. Pourquoi s'en priver ? Alors, le Schlumbergera... Ça, c'est celui-ci, alors. C'est celui-ci. C'est celui que toutes les grands-mères ont, qui se transmet de génération en génération. C'est ce qu'on appelle parfois des plantes pour vieux. Mais qui dit plante pour vieux, dit souvent quand même plante... dit souvent quand même plante qui est résistante et florifère. Donc ça, c'est super. On en fait une petite bouture dans un terreau classique et on la garde des années. Et chaque fête de fin d'année, elle fleurit durant à peu près un mois. En gros, tout le mois de décembre, elle va être en fleurs. Ce qui veut dire que on n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Pas besoin de beaucoup d'entretien, comme toutes les cactées en général, elle va s'accommoder si elle a un petit manque d'eau. L'idéal, c'est quand même de maintenir un substrat un petit peu comme une éponge essorée. Voilà. Donc jamais trop humide ni jamais trop sec. Et sinon, surtout, sinon ça meurt si on met trop d'eau. Ah bah sinon ça meurt. Hein. J'ai horreur des cactus par exemple qui sont posés sur la cheminée en train de sécher. Alors ça c'est genre le cactus n'a pas besoin d'eau. Ou alors à l'inverse qui baigne dans l'eau parce que c'est dans un cache-pot. Ah oui, sur le radiateur bien sûr. On le regarde mourir à petit feu et puis ça rétrécit, c'est marrant. Ça rétrécit. Voilà, on les a tous connus. C'est vrai. Ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est que surtout il ne va pas falloir bien sûr éviter de l'arroser. Il va falloir l'arroser surtout quand il va y avoir les boutons parce que sinon les boutons vont tomber par manque d'eau. Et il va surtout falloir faire attention quand on l'achète, par exemple, parce que le substrat qui est utilisé pour la cultiver de façon industrielle, c'est de la tourbe. Et le problème de la tourbe, eh bien, c'est que c'est pas adapté pour ensuite le cultiver chez soi. C'est difficile à arroser, ça sèche trop, ça devient trop humide. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est une fois fané, aux alentours de février-mars, on change. Enlever toute cette terre et remettre toutes ces petites plantes, parce qu'il n'y en a pas qu'une quand vous les achetez. C'est plein de boutures qui sont faites les unes à côté des autres pour vous donner la sensation que la plante est grosse. Donc on redéfait chacune de ces boutures délicatement en gardant les racines. On enlève un maximum de terre. On le rempote dans un pot à distance égale avec un terreau, terre de bruyère par exemple, ça serait vraiment pas mal. Et donc on va pouvoir cultiver tranquillement pendant des années sans forcément changer souvent la terre. Hein. Tous les 3 à 5 ans, on rempote la plante. Donc ah oui, donc ça ne demande pas énormément de... Pas beaucoup d'entretien, c'est vraiment une plante facile, je vous la conseille. Il y en a dans toutes les couleurs, des roses, des jaunes, des oranges, des blanches. C'est vraiment très intéressant, il manque juste les bleus. Enfin bon, elle est excusée. Et donc du coup, cette plante-là, eh bien, c'est vraiment la plante de Noël par excellence et la plante que je vous conseille d'adopter dès que vous le pouvez. Il y a sa cousine à Pâques, qui elle va fleurir pour les périodes de Pâques, qui est très semblable au niveau de la fleur, mais qui a tout à fait un autre nom, là aussi parfois un peu compliqué à éternuer, Rhipsalidopsis. Très bien, c'est sur ce mot que nous finirons la chronique de Baptiste. Merci beaucoup Baptiste. Jean, votre histoire, j'ai très peur, j'ai toujours très peur. Non, n'ayez pas peur. On est sur la brèche à chaque fois. Non, pas du tout. Or donc, en ce temps-là, nous étions au siècle dernier, je me trouvais en pleine campagne, perdu. Ah, c'est une histoire personnelle Oui, nous étions du côté de Nieul-le-Dolan, c'est vous dire. Hein. On embrasse les... On les Niolais. Voilà. Il semblerait que Niolais soit un cri que poussaient ces gens autrefois. Non. Non. Vous n'allez pas vous faire des copains, on va perdre. Hein et ça les fatiguait, d'où Nieul-le-Dolan. Enfin bon, on verra bien. On demandera à Jérôme Aubineau. Je vendais donc ce jour-là une petite maison dans une succession. Et comme ça ne présentait pas trop d'intérêt, nous n'avions pas cru bon de ramener ça à La Roche-sur-Yon, à la capitale. Parce que je rappelle que vous êtes commissaire-priseur. J'étais à l'époque, oui, commissaire-priseur. Et il y avait des tas de choses à vendre, des objets qui aujourd'hui ne présentent plus aucun intérêt, mais qui étaient très appréciés. Et je m'apprêtais à vendre un carillon de marque vedette, un Westminster. Il porte ce nom parce qu'il sonne les heures en faisant le carillon de Westminster à Londres. Oui, ensuite il sonne les quarts, il sonne les demi, il redouble, etc. Quand vous ne dormez pas pendant la nuit, c'est vraiment très agréable. Et je le mets à prix 100 francs, car nous étions en francs à l'époque. Et derrière moi, j'entends une voix manifestement féminine et âgée qui me dit « Combien qu'on fait ?»
Combien qu'on fait? Combien qu'on fait? Vu l'angle, je me dis, c'est une petite vieille. Elle doit être pliée en deux. Elle sort peut-être de la forêt avec un fagot de bois sec sur le dos. On ne sait jamais. On est en 83, je vous le rappelle. On ne sait jamais. La télévision existe. Et je lui dis, sans même regarder, ça fait 10 000. Ancien franc. Ça fait 10 000. Oh, mesdames, on mettrait bien 12 000. Et je dis, mesdames, messieurs, nous vendons en anciens francs. Maintenant. 1960, les anciens francs. Donc c'est une dame qui devait dater d'il y a très très longtemps. Peut-être était-elle née au 19e siècle. Mais certainement, peut-être. Comme disait mon père, c'est du temps où les bêtes parlaient. Nous avons vendu 12 000, les prix ont monté terriblement. C'est vrai ? Terriblement. Et j'ai vendu 22 000. 220 francs. 22 000, le carillon le plus cher de tout le XXe siècle. Alors, j'ai calculé, ça fait 30 € à peu près. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Pas terrible, mais aujourd'hui, on aurait même du mal à monter jusqu'à 30 €. Et la petite mamie est partie avec l'objet de sa vie, elle l'a emmené dans ses bras. Ce n'était pas une vieille fée, j'ai vérifié, c'était simplement une vieille mamie du coin. D'accord. Voilà. Très bien. Mais c'est une très jolie histoire. C'est une belle histoire de Noël. Mais c'est une très jolie. Et depuis, elle s'est transformée en sorcière. Non, et je n'ai pas eu à l'embrasser sur la bouche et je ne suis pas devenu son bras charmant. Ah oui. Non. Oui. Non, j'étais pas obligé. On est sur la brèche tout le temps. On est d'accord, hein? Arrêtez-le. J'ai hésité. Je fais pas. Je suis peut-être passé à côté d'un coup fabuleux. Mais Et voilà. vous gâchez tout. Vous salissez tout. Vous me l'aviez demandé avant? Non, je vous ai demandé rien du tout d'ailleurs. Oui, non, je ne sais pas. Bon, très bien. Non, je ne rougis pas. Bah, oui. Merci beaucoup, Jean. Enfin, je ne sais pas si je dois vous remercier, mais bon. C'était une très jolie histoire, jusqu'au bisou. Jusqu'au bisou, c'est très bien. On va finir sur une très jolie histoire qui est celle du baron de... Vous pouvez l'engager. Oui, mais je trouve que Jean est sûrement un descendant du baron de Munchausen. Je pense. Oui, un cousin éloigné. Mais côté positif. Justement, la pièce et donc les aventures extraordinaires du baron de Munchausen qui ont du 16 décembre au 1er janvier prochain à Cholet, c'est pas très loin quand même de chez nous. C'est un projet que vous faites en famille. Oui. Non, c'est ça, avec votre fils. C'est ça? Avec mon fils qui fait la musique. Qui fait la musique. Il a fait toutes ses études musicales au Conservatoire de Cholet. Maintenant, il est instrumentiste et compositeur. Et on a une complicité, vous l'imaginez bien. Ouais. Et je suis très, très content de cette collaboration. C'est la première fois que vous collaborez? Non, c'est la deuxième fois. Il a déjà fait la musique, il a composé les musiques et les chansons de l'affaire de la rue de l'Oursine. Oui. Alors cette fois dans un contexte professionnel, avec les comédiens professionnels. Et c'est la première fois qu'on collabore sur ce type de spectacle tous les deux. Et là, je lui ai demandé des choses un peu particulières. Il n'avait pas de chansons à composer, mais faire naître des univers. On parlait de l'intérieur de la baleine tout à l'heure. Je lui ai demandé de composer le son que vraisemblablement on entend sur la Lune. Donc ça passe par des recherches. Ça passe pas. C'est quoi le son de la Lune? Ça existe. C'est vrai? Ça existe. Oui, il y a des recherches à la NASA, il y a des ingénieurs de la NASA qui enregistrent les sons de l'espace. Et donc il est arrivé avec tout un matériel. On a choisi ensemble, bien sûr, par rapport aux lumières, parce qu'après, il faut que ça s'adapte aux lumières et au jeu. Mais donc, ça passe aussi par des recherches. Il y a de la création pure de musique. Et puis, il y a aussi des compositions qui sont... quand ils partent en voyage, par exemple, ils traversent l'Italie, ils traversent les chutes du Niagara, ils traversent New York, enfin l'Amérique. Donc, à lui d'inventer ce qui, pour le spectateur, va caractériser ces différentes étapes du voyage. Donc, c'est un travail à la fois de composition et puis de création d'ambiances sonores qui vont soutenir le jeu. Là, je vois la photo derrière. Oui. On arrive chez un sultan. Donc, il y a tout un univers à créer autour de ce lieu. Voilà. Donc, c'était un travail un peu particulier. Il n'intervient pas en tant qu'instrumentiste, mais en tant que créateur. Ambianceur, créateur de son. Oui. Vous qui, au départ, vouliez faire du cinéma, oui. Est-ce que cette pièce est quand même assez cinématographique? Oui, moi, l'amour que j'ai pour cette œuvre, elle est passée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, par le film de Terry Gilliam. Oui. Alors, il dispose de moyens, bien sûr, complètement différents des moyens théâtraux, mais je pense que c'était un grand défi d'ailleurs d'emmener cette aventure au théâtre, au cinéma. Mais je pense que si j'avais fait du cinéma, je me serais intéressé aussi à cette œuvre-là. Je trouve qu'elle est foisonnante. Pour un créateur, elle est vraiment foisonnante. Elle est très positive. C'est un hymne à la vie. Oui.
Eh bien, c'est sur ces paroles que l'on va se terminer cette émission. Je rappelle juste que les aventures extraordinaires du baron de Munchausen ont lieu du vendredi 16 décembre, dans une semaine, au 1er janvier. Il y a 11 représentations, c'est ça. C'est au théâtre Interlude à Cholet. C'est mis en scène par Patrick Péloquet, qui est également le directeur du théâtre régional des Pays de la Loire. Je ne saurais vous conseiller que d'y aller, nous faire un retour, pourquoi pas, de la pièce. Merci beaucoup, Patrick. C'est un vrai plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Messieurs, merci Baptiste. Baptême du feu, super bien passé. Vous revenez quand vous voulez aussi. Après, c'est à voir si vous acceptez encore que Jean soit à côté de vous. Je vous embrasse, Jean. Et Jean-Luc aussi, je vous embrasse. À très vite. Bonne soirée sur TV Vendée.